Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une femme qui croyait préparer une simple petite surprise pour son mari, avec 2 cafés encore chauds entre les mains, et qui, en quelques minutes à peine, a vu toute sa vie basculer derrière la porte d'un bureau, caché dans l'ombre d'un placard. Je m'appelle Claire, j'ai 50 ans, et je vis à Lyon. Je travaille comme infirmière depuis presque toute ma vie d'adulte. Quand j'y pense, j'ai passé plus de temps en blouse blanche que dans n'importe quel autre vêtement. J'ai connu les gardes de nuit, les réveils avant l'aube, les fêtes de fin d'année passées à l'hôpital, les cafés avalés debout dans un couloir. Et pendant 25 ans, j'ai toujours cru, sincèrement, que tout cela avait un sens, que je le faisais pour notre avenir, à moi et à mon mari, Marc. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une légèreté que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. De fines gouttes de pluie glissaient sur les vitres de la chambre, traçant des lignes irrégulières filtrées par une lumière grise, douce. L'appartement baignait dans une chaleur rassurante, comme un cocon. Je me suis tournée vers le côté de lit de Marc. Vide, évidemment. Il était parti avant l'aube, comme presque tous les jours. Réunions, rendez-vous, déplacements, c'était devenu sa normalité. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai passé la main dans mes cheveux, encore un peu ébouriffés, et j'ai senti ce drôle de mélange de fatigue et d'espoir. J'avais un jour de repos, un vrai. Pas de garde, pas de remplacement imprévu. J'aurais pu rester à la maison, regarder une série, faire un peu de ménage, ranger les placards qui débordaient. Mais une idée a commencé à germer, simple, presque enfantine. Et si je lui faisais une surprise? Je me suis préparée avec plus de soin que d'habitude. J'ai choisi un chemisier clair, un pantalon sombre bien coupé, j'ai mis un peu de fond de teint pour atténuer les cernes, un trait discret de crayon au ras des cils. En me regardant dans le miroir de l'entrée, j'ai pensé avec un étonnement presque amusé: à 50 ans, je ne suis pas si mal. Quelques mèches blanches au niveau des tempes, des rides fines autour des yeux, mais un regard encore vivant. Marc m'avait souvent dit autrefois que j'avais un beau sourire. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendu le dire. J'ai attrapé mon sac, mes clés, et je suis sortie dans la cage d'escalier. L'odeur familière du béton humide et du vieux bois m'a accompagnée jusqu'au rez-de-chaussée. En poussant la porte de l'immeuble, une bouffée d'air frais m'a saisie. La pluie avait presque cessé, ne laissant qu'une bruine légère qui déposait de minuscules perles sur les voitures garées le long du trottoir. Mon plan était simple. Passer par la petite boutique de café à l'angle de la rue, celle où Marc adorait acheter son cappuccino à la cannelle, puis filer jusqu'à son bureau dans le quartier de Gerland. Je l'imaginais déjà, surpris de me voir, souriant en apercevant les 2 gobelets, proposant que nous déjeunions ensemble. Cette image suffisait à réchauffer mon cœur. En entrant dans le café, j'ai été enveloppée par le parfum intense du café fraîchement moulu, mêlé à une note de vanille et de pâtisserie encore tiède. Une musique douce, presque imperceptible, flottait au-dessus des conversations basses des clients. Derrière le comptoir, une jeune femme en tablier noir s'est tournée vers moi avec un sourire. « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? 2 cappuccinos, s'il vous plaît, avec de la cannelle, à emporter. »« Très bon choix, » a-t-elle répondu en attrapant 2 gobelets en carton. Je me suis installée près de la vitrine pendant qu'elle préparait les boissons. Dehors, les passants pressaient le pas sous leur parapluie, les taxis éclaboussaient les flaques, une femme tirait un enfant par la main, l'air pressé, tandis qu'un homme au téléphone gesticulait sur le trottoir. Tout semblait normal, banal. Je ne savais pas encore que dans moins d'1 heure, ma vision du monde ne serait plus jamais la même. Elle m'a tendu les 2 cafés encore brûlants, j'ai payé, puis je suis sortie sous la bruine, les gobelets serrés dans mes mains comme 2 petites promesses de douceur. Le trajet jusqu'au bureau de Marc m'a paru court. La radio murmurait dans la voiture, mais je n'écoutais pas vraiment.
Je pensais à ce que je lui dirais en arrivant. Je passais dans le coin. Ou je me suis dit que ça te ferait plaisir. J'étais un peu nerveuse, comme si j'allais à un rendez-vous galant. Le bâtiment où il travaillait était un grand immeuble de verre et de métal, froid, presque intimidant. Les façades reflétaient le ciel gris et les silhouettes des immeubles voisins. Je me suis garée sur le parking, j'ai pris les 2 cafés, et j'ai traversé l'esplanade où le vent faisait danser quelques feuilles collées au sol. À l'intérieur, le hall était vaste, avec un sol en pierre claire qui résonnait légèrement sous les pas. L'air sentait le parfum discret des produits d'entretien et celui, plus sec, du papier et des vêtements mouillés. « Bonjour, madame », m'a interpellé l'agent d'accueil derrière son comptoir. « Bonjour. Je viens voir Marc Dubois, au 6e étage. Je suis sa femme. » Il a regardé rapidement son écran, puis m'a adressé un signe de tête. « Très bien, vous pouvez monter. » Je me suis dirigée vers l'ascenseur. Les portes métalliques se sont refermées dans un léger chuintement, me laissant seule avec mon reflet. Mes cheveux étaient encore un peu humides, quelques gouttes de pluie brillaient sur mon manteau. J'ai pris une grande inspiration. C'était juste une surprise. Rien d'extraordinaire. Pourtant, mon cœur battait un peu trop vite. Quand les portes se sont ouvertes au 6e, un couloir silencieux s'est déroulé devant moi, recouvert d'une moquette épaisse qui étouffait le bruit de mes pas. Les murs, d'un beige neutre, étaient décorés de tableaux abstraits, sans grand intérêt. J'ai avancé en lisant les plaques sur les portes. Direction financière, ressources humaines, développement. Enfin, j'ai trouvé celui que je cherchais. Marc Dubois, directeur des opérations. Devant la porte vitrée de son bureau, il y avait un petit espace d'accueil avec un bureau, une plante verte et une chaise pour les visiteurs. Derrière l'écran d'ordinateur, une femme brune d'une 40aine d'années, en tailleur bleu marine, tapait sur son clavier. C'était Sophie, sa secrétaire. Je l'avais déjà croisée à 2 reprises, toujours polie, toujours un peu distante. « Bonjour Sophie », ai-je dit en avançant, les 2 cafés en main. Elle a levé la tête vers moi, et j'ai vu la couleur de son visage changer d'un seul coup. Le rose léger de ses joues s'est effacé, comme si quelqu'un avait tiré un rideau blanc. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est entr'ouverte sans qu'aucun son n'en sorte pendant une seconde interminable. « Claire, vous n'aviez pas dit que vous viendriez aujourd'hui ?» balbutia-t-elle finalement, sa voix un peu rauque. « C'est normal, » ai-je répondu en souriant. « C'est une surprise. » J'ai apporté du café. Je ne comprenais pas sa réaction. Pourquoi un tel choc? Je n'étais pas un inspecteur du travail, ni une directrice générale venue faire un audit. J'étais juste l'épouse d'un cadre, avec 2 gobelets fumants entre les mains. Sophie s'est levée si brusquement que sa chaise a roulé en arrière et a heurté le meuble derrière elle dans un bruit sourd. Une petite cuillère est tombée dans sa soucoupe avec un tintement aigu. Elle a contourné son bureau en quelques pas rapides et s'est approchée de moi. Ses doigts, froids malgré la chaleur de la pièce, ont saisi mon bras. « Entrez dans ce placard », hâtée, elle murmurait, les yeux fixés sur la porte intérieure qui menait au bureau de Marc. « Maintenant, s'il vous plaît. » J'ai cligné des yeux, incrédule. « Quoi ? Sophie, de quoi parlez-vous ? Pourquoi je ferais ? » « Claire, je vous en prie, pas de questions, pas maintenant, » m'a-t-elle coupé, sa voix tremblant légèrement. « C'est très important. Je vous expliquerai. Mais pas là, pas tout de suite. » Sa main serrait mon avant-bras avec une fermeté qui ne laissait pas de place à la discussion. Elle m'a entraînée vers un grand placard encastré dans le mur, aux portes en bois clair. Elle en a ouvert une, révélant des manteaux, quelques vestes de costume, des étagères avec des boîtes cartonnées, une odeur de tissu, de bois ciré et d'un parfum masculin un peu épicé flottait dans l'air confiné. « Entrez », répéta-t-elle à voix basse. « S'il vous plaît, Claire,
J'ai croisé son regard, et ce que j'y ai vu m'a coupé le souffle, un véritable effroi. Pas un simple malaise, pas une gêne polie, mais une peur nette, sincère. Une goutte de sueur perlait à la racine de ses cheveux, ses mains tremblaient à peine. D'un coup, mon instinct m'a soufflé que quelque chose de grave se préparait. Sans comprendre pourquoi, j'ai obéi. Je me suis glissée à l'intérieur en essayant de ne pas renverser les cafés. Sophie a refermé la porte doucement, laissant juste une fente minuscule par laquelle filtrait un trait de lumière. J'étais plongée dans une semi-obscurité, entourée de tissus qui frôlaient mes bras. L'air était un peu lourd, presque tiède. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis le couloir. Je me sentais ridicule. Cacher une femme de 50 ans dans un placard, ce n'était pas une scène de comédie romantique. Mais la panique de Sophie ne me quittait pas, comme si une alarme silencieuse résonnait dans ma poitrine. À travers la porte, j'ai entendu le léger cliquetis d'un clavier, puis le bruit mécanique de la poignée du bureau qui s'abaissait. La voix de Marc a traversé la cloison, claire, détendue. « Salut Sophie, tu peux me passer en conférence avec Paul tout à l'heure, j'ai 2 ou 3 choses à régler avant la réunion. » Je me suis figée. Ce ton, je ne l'avais plus entendu depuis longtemps. Léger, presque joyeux. Pas celui qu'il utilisait à la maison, où chaque mot semblait peser une tonne. « Bien sûr, Marc, » a répondu Sophie, sa voix un peu trop enjouée pour être naturelle. « Vous avez un appel perso avant, d'ailleurs. Je vous le passe ? » « Oui, vas-y, c'est parfait. » Un claquement de porte a indiqué qu'il était entré dans son bureau. Puis, un silence relatif s'est installé, juste troublé par les bruits lointains d'imprimantes et de pas amortis dans le couloir. Je me tenais droite, les bras serrés contre moi, les gobelets collés à ma poitrine. La chaleur du café commençait à se dissiper, remplacée par une tiédeur désagréable. Je sentais mon téléphone dans la poche de mon pantalon. Quelque chose, en moi, m'a dit de le sortir. Mes doigts ont cherché l'appareil avec prudence, tâtonnant entre les doublures, effleurant les cintres pour ne pas les faire teinter. Quand je l'ai enfin saisi, j'ai déverrouillé l'écran à la lumière bleutée qui m'a presque ébloui dans cette obscurité étroite. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Marc, plus forte, comme s'il avait activé le haut-parleur. « Salut Mathieu. Ça va toi ?» Une autre voix d'homme a répondu, un peu rieuse, familière, mais je ne l'ai pas reconnue. Mes doigts ont glissé sur l'icône de l'enregistreur vocal. J'ai appuyé sur « Démarrer » sans réfléchir vraiment, comme si mes mains agissaient seules, avant même que mon cerveau comprenne pourquoi. « Comme un lundi, mec », a plaisanté l'autre. « Dis, tu m'avais dit que tu ferais le virement pour Julie cette semaine. Elle m'a encore relancé, tu la connais. » Le prénom est tombé comme une pierre dans un puits. Julie. Je ne connaissais aucune Julie dans son équipe. Je me suis immobilisée, chaque muscle tendu. Je suis restée là, dans cette étroite prison de bois et de tissu, le téléphone collé à la paume, les cafés refroidissant lentement entre mes doigts, pendant que leur voix remplissait l'espace de phrases qui n'étaient pas censées m'être destinées. Marc parlait de virements, de discrétion, de comptes qui ne laissaient pas de traces. Il riait parfois, ce rire léger que je n'entendais plus à la maison. Puis il a prononcé des mots qui m'ont coupé le souffle. Elle paie tout, Claire. Les mensualités, les crédits, les charges. Elle croit que c'est pour nous. Pendant ce temps, je mets de côté ce qu'il faut pour ma vraie vie. Ma vraie vie. Ces 3 mots ont résonné dans mes oreilles comme un écho obsédant. J'aurais pu lâcher le téléphone, faire voler la porte en éclats, hurler. À la place, quelque chose en moi s'est figé. Au milieu de la douleur brutale, une froideur nouvelle s'installait. J'enregistrais tout. Ces rires, ces phrases, ces projets où je n'étais plus qu'un outil. La conversation a duré de longues minutes. Ils ont parlé d'une femme, Julie, d'un petit garçon, Lucas, de chaussures de sport et de frais de club. Ils ont parlé de l'appartement,
de notaires, de papiers à faire signer sans qu'elle s'en rende compte. Ils ont parlé de moi, comme d'une silhouette floue en arrière-plan. Quand enfin la communication s'est terminée, j'ai stoppé l'enregistrement. Sans même réfléchir, j'ai envoyé le fichier sur ma boîte mail, puis sur un espace en ligne. Une partie de moi était en miettes, l'autre dressait déjà un dossier. De l'autre côté de la porte, j'ai entendu le fauteuil grincer, une tasse reposer sur une soucoupe, puis la voix de Marc appeler Sophie pour un document et un café. Quelques instants plus tard, des pas légers se sont approchés du placard. La porte s'est ouverte d'un souffle. Sophie m'a regardée, les yeux brillants. « Vous avez tout entendu » a-t-elle soufflé. « Oui » ai-je répondu, la gorge serrée. Et je l'ai enregistré. Un mélange de soulagement et de tristesse a traversé son visage. « Je suis vraiment désolée, Claire. Je ne pouvais plus me taire, mais je ne savais pas comment vous le dire. Il parlait parfois devant moi comme si je n'existais pas. Je me suis dit que, si un jour vous veniez, il fallait que vous entendiez par vous-même. Je suis sortie lentement du placard. Mes jambes étaient engourdies, mes mains froides. J'ai posé les 2 gobelets sur le bord de son bureau. Le café ne fumait plus. Je les ai regardés un instant, comme on regarde un symbole inutile. « Merci » ai-je dit simplement. « Merci de m'avoir cachée. Et merci de ne pas avoir détourné le regard. » Elle a hoché la tête, visiblement émue. J'ai tourné les talons. Je n'ai pas cherché à entrer dans le bureau de Marc. Je n'avais ni la force ni l'envie de jouer cette scène sans armes. Les armes, je venais de commencer à les rassembler, à ma manière. En redescendant par l'ascenseur, je me suis vue dans le miroir, même chemisier, même coiffure, même visage. Et pourtant, quelque chose avait changé dans mon regard. Une ligne s'était tracée, nette, entre avant et après. Dehors, l'air sentait toujours la pluie, mais un rayon de lumière perçait enfin les nuages. Je me suis installée dans ma voiture, j'ai posé les mains sur le volant et j'ai laissé le silence remplir l'habitacle. J'aurais pu éclater en sanglots. À la place, j'ai pris une grande inspiration et j'ai prononcé à voix basse « Pas cette fois, Marc, pas avec moi ». J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à un prénom que je n'appelais que dans les grandes tempêtes, Julie. Nous nous connaissions depuis le lycée. Elle était devenue avocate, moi, infirmière. 2 vies très différentes, mais un même réflexe, se tourner l'une vers l'autre quand ça déborde. « Allô, Claire, tout va bien ? Ta voix ? » « Non, ai-je répondu simplement. Mais ça ira. J'ai besoin de te voir. C'est urgent. C'est à propos de Marc. » Elle s'est tue quelques secondes, puis sa voix a changé, plus professionnelle, plus posée. « Passe à mon cabinet à 16h. Et surtout, d'ici là, ne lui dis rien. Garde tout pour toi, garde ton calme. On parlera après. » D'accord. Je suis rentrée chez moi comme un automate. L'appartement m'a accueillie avec son odeur familière de lessive et de café froid. Sur la table du salon, une pile de courriers m'attendait. Factures, relevés de comptes, lettres de la banque. Je les ai vus différemment pour la première fois. Non plus comme des corvées, mais comme des fragments d'une histoire cachée. Je me suis assise, j'ai rouvert l'enregistrement, j'ai écouté quelques secondes. Sa voix, ses mots, son assurance. Puis j'ai arrêté. Je n'avais pas besoin de me torturer davantage. La vérité était là. Il fallait maintenant décider quoi en faire. Le bureau de Julie donnait sur une cour intérieure calme, avec 2 arbres qui commençaient à perdre leurs feuilles. La lumière de fin d'après-midi traversait les rideaux clairs, dessinant des rectangles pâles sur le parquet. Elle s'est levée en me voyant entrer, m'a pris dans ses bras sans un mot, puis m'a fait signe de m'asseoir. « D'accord » a-t-elle dit en ouvrant un carnet. « Raconte-moi tout. Depuis le début. Et ne t'excuse pas si tu pleures. Je lui ai tout raconté. Le café, le couloir, Sophie, le placard, la conversation,
les 5 années de double vie, les comptes, les projets d'appartement. Par moments, ma voix se brisait. À d'autres, elle devenait étonnamment froide. Julie, elle, ne m'a pas interrompue. Elle posait seulement, de temps en temps, une question précise. Une date, un montant, un nom. Quand j'ai terminé, elle a laissé planer un silence, le temps de remettre chaque pièce à sa place dans sa tête. « Tu as l'enregistrement » hâtée, elle demandait. J'ai hoché la tête, lui ai tendu mon téléphone. Elle a écouté, stylo à la main, notant certains passages, marquant une pause quand il parlait de vraie vie, de notaire, de papier à me faire signer. Lorsqu'elle a coupé le son regard avait changé. « Claire, ce que tu as là, ce n'est pas seulement la preuve d'une infidélité, a-t-elle dit calmement. C'est la preuve d'un abus de confiance, d'une stratégie délibérée pour t'évincer de tes droits. Tu as bien fait de venir avant de lui dire quoi que ce soit. » Elle a pris le dossier de l'appartement, les quelques relevés bancaires que j'avais apportés en vrac. « L'appartement, il est à vos deux noms ?»« Oui, on a signé ensemble à l'achat. »« Parfait. Ça déjà, c'est un point d'appui fort. Pour les crédits, il faudra voir qui est officiellement débiteur, qui est co-emprunteur. Mais avec ce qu'il dit sur l'enregistrement, on peut montrer qu'il a utilisé ton travail pour financer autre chose que votre vie de couple. Tu n'es pas obligé de porter tout ça sur tes épaules. » Je l'ai regardé, un peu sonné. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Elle a pris une grande inspiration. « D'abord, tu ne lui dis rien. Tu continues à faire comme si tu ne savais pas. Ça va être très dur, mais c'est indispensable pour éviter qu'il cache des choses ou qu'il modifie des contrats à la hâte. Ensuite, tu rassembles toutes les preuves possibles, relevés, factures, contrats, courrier de la banque. Tout ce qui montre ce que tu as payé, ce que tu as assumé. Pendant ce temps, je vais préparer des démarches pour protéger l'appartement, pour qu'il ne puisse pas le vendre ou le transférer sans ton accord. Et on commencera à préparer un divorce. Mais c'est toi qui décideras du moment. Je n'ai pas hésité longtemps. Je veux divorcer, ai-je dit. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui parle de moi comme d'un problème à résoudre. Julie a posé doucement sa main sur la mienne. Alors, on va faire en sorte que tu sortes de cette histoire debout. Tu as travaillé pour deux pendant des années. Il est temps que ce travail serve enfin à quelque chose pour toi. Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme si je vivais deux vies en parallèle. Le matin, je partais à l'hôpital, je mettais ma blouse, je préparais des perfusions, prenais des tensions, rassurais des patients inquiets. Le soir, je devenais l'archiviste de ma propre vie. Je sortais les classeurs oubliés, les enveloppes jamais ouvertes en détail. Je triais, je classais, je surlignais. Je redécouvrais des signatures tracées à la va-vite, des contrats que j'avais signés en faisant confiance. Chaque chiffre souligné était un rappel de ce que j'avais porté sans le savoir. À la maison, avec Marc, je jouais encore le rôle de l'épouse qui ne se doute de rien. J'écoutais ses récits vagues de journées épuisantes, ses soupirs sur la pression et les responsabilités. Il parlait parfois d'un déplacement à venir, d'une réunion qui allait le retenir tard. Pendant qu'il parlait, je voyais défiler, derrière ses mots, l'autre vie dont j'avais enfin la preuve. Je notais mentalement les dates, les horaires. Je les comparais avec les relevés que Julie et moi commencions à analyser. Plus nous avancions, plus le puzzle se reconstituait. Et plus la colère brûlante du départ se transformait en quelque chose de plus solide, une détermination tranquille. Le jour où Julie m'a annoncé que l'appartement était désormais juridiquement protégé, qu'aucune décision ne pouvait être prise sans mon accord, j'ai senti un poids immense se soulever de mon poitrine. Ce n'était qu'une étape, mais c'était une étape décisive. Il ne pourrait plus, du moins, me déloger discrètement. J'ai attendu le bon moment pour lui parler. Ce soir-là, il faisait étonnamment beau. Le ciel avait enfin pris une teinte bleue franche, après des jours de grisaille. Notre cuisine baignait dans une lumière douce.
Marc est rentré un peu plus tôt que d'habitude, sa sacoche à la main. « Tu es déjà là » m'a-t-il lancé en passant la tête par la porte de la cuisine. « Je croyais que tu faisais une garde tardive. » J'ai échangé avec une collègue et je répondis « Assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Ces mots, je les avais répétés des dizaines de fois dans ma tête. Prononcés à voix haute, ils ont résonné étrangement simples. Marc a marqué un court arrêt, a posé sa sacoche, puis est venu s'asseoir en face de moi, l'air méfiant. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas pris de détour. Je sais pour Julie, je sais pour Lucas, je sais pour les virements, pour les 5 années de double vie. Je sais pour tes projets sur l'appartement. Il a pâli, vraiment. Sa main a glissé sur la table, comme s'il cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. « De quoi tu parles » a-t-il balbutié. « Tu te fais des idées, Claire, tu… » J'ai posé mon téléphone au milieu de la table, écran tourné vers moi, puis j'ai lancé l'enregistrement. Sa propre voix a envahi la pièce, détaillant, avec cette légèreté qui m'avait tant blessée, la manière dont il profitait de ma confiance. Il parlait de ma praticité, de ma docilité, des papiers que je signerais sans lire. Il n'a pas essayé de m'interrompre. Il a écouté jusqu'au bout, les yeux posés quelque part entre le téléphone et le vide. Quand le silence est retombé, il a cherché une échappatoire. « Tu m'espionnes maintenant ? C'est malsain, Claire. » Ce qui est malsain, et je répondis calmement, ce n'est pas d'avoir appuyé sur un bouton, c'est d'avoir organisé une vie entière derrière mon dos en utilisant mon travail comme carburant. Je lui ai parlé des démarches déjà engagées, de l'appartement protégé, du dossier en cours. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Chaque phrase était un constat, pas une supplication. Il a essayé tour à tour la colère, la culpabilisation et même, à un moment, les promesses. Il a parlé de seconde chance, de famille, de tout recommencer. Mais ces mots sonnaient faux, comme des formules apprises. Je lui ai dit que je demanderais le divorce, que je ne cherchais pas à le détruire, mais que je refusais qu'il me détruise, moi, que je ne renoncerais pas à ce qui était à moi. Il est sorti de la cuisine en claquant la porte. Ce soir-là, nous n'avons presque pas échangé un mot de plus. Les mois suivants ont été rythmés par les courriers recommandés, les rendez-vous avec Julie, les réponses de l'avocat de Marc. Il contestait certains points, minimisait d'autres, tentait de justifier les virements. Mais les chiffres ne mentent pas. Les emails fournis par Sophie, les enregistrements, les relevés bancaires, tout dessinait la même réalité. Le jour de la première audience, je me suis assise sur le banc, les mains posées sur mon sac. La salle n'était pas très grande, mais l'atmosphère y était lourde. Le juge a écouté les arguments de chacun, posé des questions sur nos revenus, sur nos charges, sur l'origine des fonds. Lorsque l'enregistrement a été évoqué, j'ai senti les regards se tourner vers moi. J'ai simplement confirmé que c'était bien ma voix, bien celle de Marc. Ce ne fut pas un combat spectaculaire, plutôt une série de pas, parfois très lents, vers une décision. À chaque audience, je me sentais à la fois vidée et un peu plus solide. J'avais peur, bien sûr. Mais je n'étais plus seule. Julie, Sophie, quelques amis m'accompagnaient, chacun à sa manière. Le jour où le jugement a enfin été prononcé, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Le juge a lu sa décision d'une voix neutre. Divorce prononcé, appartement attribué à mon seul nom, charge principale des crédits laissés à Marc, une compensation pour les années où j'avais supporté la charge de notre vie commune pendant qu'il finançait une autre famille. Ce n'était pas une victoire éclatante. C'était mieux que ça, un équilibre. En sortant du tribunal, le soleil m'a ébloui. J'ai plissé les yeux, serrant contre moi le dossier où se trouvaient désormais les papiers qui confirmaient ce que je savais au fond. Cette fois, je n'avais pas été effacée. Julie m'a rejoint sur les marches, m'a pris brièvement dans ses bras. « Tu es libre »
m'a-t-elle dit simplement. Libre. Le mot a résonné dans ma tête toute la journée. Les semaines suivantes, j'ai appris à habiter vraiment mon appartement. J'ai vidé les placards de tout ce qui appartenait à Marc. Ses chemises, ses cravates, ses livres oubliés ont quitté les étagères. J'ai déplacé les meubles, changé les rideaux, ajouté des plantes, accroché enfin ces tableaux que j'hésitais à acheter parce que je me disais qu'ils n'aimeraient pas. Chaque petit changement rendait l'endroit un peu plus mien. J'ai réduit mes heures supplémentaires, abandonné un des remplacements qui grignotaient mes soirées. J'avais toujours dit que je n'avais pas le choix. Je découvrais que, parfois, on peut en créer un. J'ai commencé à mettre de côté un peu d'argent, non plus pour des échéances floues, mais pour moi. Pour un voyage, pour un cours, pour un projet. Un jour, j'ai pris un billet de train pour la mer. Rien d'exotique, juste quelques jours sur la côte, dans une petite ville tranquille. Le premier soir, je me suis promenée le long de la plage. Le vent soulevait mes cheveux, l'air sentait le sel et les algues, et le bruit des vagues couvrait peu à peu le tumulte de mes pensées. Je marchais pieds nus sur le sable encore tiède, en regardant le soleil descendre lentement derrière la ligne d'horizon. J'ai pensé à toutes ces années pendant lesquelles j'avais couru sans m'arrêter, pour 2, parfois pour 3. Et soudain, la seule chose que j'avais à faire, là, maintenant, c'était d'inspirer profondément et de sentir que j'étais encore capable de me sentir légère. En rentrant à Lyon, j'ai proposé à Sophie de nous voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme, près de la place Bellecour. Elle avait quitté l'entreprise de Marc, trouvé un poste ailleurs. Elle semblait plus détendue, même si une certaine culpabilité flottait encore dans ses yeux. J'ai souvent repensé à ce placard, m'a-t-elle dit en jouant avec le bord de sa tasse. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir été complice en me taisant. Tu m'as aidé à ouvrir les yeux, ai-je répondu. Sans toi, je ne sais pas combien de temps j'aurais encore vécu dans ce mensonge. On fait ce qu'on peut au moment où on est capable de le faire. Nous avons parlé longtemps de travail, de choix, de ce que c'est que de voir des choses qu'on ne devrait pas forcément voir. En sortant du café, je me suis dit que même au cœur des trahisons, il y avait parfois des gens qui tentaient, à leur manière, de remettre un peu de justice dans la balance. Quelques mois plus tard, je me suis inscrite à un cours de dessin. C'était une envie ancienne, que j'avais toujours repoussée parce que ce n'était pas raisonnable. Le premier soir, en entrant dans l'atelier, j'ai été accueillie par l'odeur du papier, des crayons, de la peinture. Des adultes de tous âges étaient déjà là, installés devant des chevalets, concentrés sur des lignes hésitantes. Je me tenais devant ma feuille blanche, un peu intimidée. Puis le professeur a dit quelque chose de simple. « Ici, vous avez le droit de rater. » J'ai souri. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autorisée à rater quoi que ce soit. J'ai pris un crayon, j'ai tracé un premier trait. Il n'était pas parfait, mais il était à moi. Aujourd'hui, il m'arrive souvent de rester quelques minutes devant la fenêtre de mon salon, une tasse de thé chaude entre les mains. Les lumières de la ville scintillent en contrebas, les voitures tracent des lignes jaunes et rouges sur l'avenue. Je pense parfois à ce placard dans le bureau de Marc, à cette conversation qui a tout fait exploser. Je ne ressens plus la même bouffée de douleur. Il y a une forme de gratitude étrange que je n'aurais jamais cru possible. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que j'ai choisi d'en faire. J'aurais pu rester au sol. J'ai décidé, lentement, maladroitement parfois, de me relever. Je ne suis plus la femme qui se cache pour ne pas déranger. Je suis celle qui est sortie de l'ombre avec des preuves, des amis, une avocate,
et la volonté de ne plus jamais se laisser effacer. Et chaque soir où je referme les volets sur mon appartement, sur ma vie à moi, je me dis une chose simple. Je suis enfin à ma place. Pas dans un placard, pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ici, dans cette lumière douce, avec mes choix, mes erreurs et mes rêves. Libre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de récit de vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires.